marché avec nos experts. Ils sont là et on a besoin d'eux ce soir pour tout comprendre de la planète finance. On est ravis d'accueillir Pierre-Alexis Dumont. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Fabrice. Chief Investment Officer, CEO de Sycomore Asset Management. Bienvenue à vous. À vos côtés, Xavier Chapard. Bonjour Xavier. Bonjour Fabrice. Stratégiste de LBPAM. Et enfin, Jacques-Henri. Bonjour Jacques. Bonjour Fabrice. Responsable de la recherche et allocation multi-actifs chez Silex. Messieurs, on démarre tout de suite avec Trump. Alors c'est amusant parce qu'on a vu notre Premier ministre, à nous, François Bayrou, qui a fait ses 100 jours. Trump, ça fait moins de 100 jours qu'il est là, mais on a vraiment l'impression que ça fait déjà presque un an, tellement il est partout. J'avais envie de vous poser cette question, chers amis. La méthode Trump, est-ce qu'elle existe réellement et est-ce qu'il a un cap, Donald Trump puisque, en tant qu'économiste, je vous pose cette question, et même d'homme de marché, voilà, on a l'impression qu'il veut tout faire, mais qu'il y a des injonctions contradictoires. Pierre-Alexis Dumont, on commence avec vous. Je pense que l'objectif est clair. Voilà, ça c'est sûr. Il cherche à rééquilibrer entre l'interne et l'externe et à faire que les États-Unis aient plus de souveraineté sur beaucoup d'éléments clés. Voilà. Après, l'exécution, les moins. Voilà, ça c'est évident qu'elle est polluée par un peu des effets d'annonce, des effets d'aller-retour. Oui. Et de plus, comme il s'inscrit dans une volonté de changement par rapport à ce qui existait avant, ça augmente encore ces effets un peu d'aller-retour, et notamment sur la partie tarifaire, qui était vue plutôt comme un moyen de négociation et de pression avec ses partenaires. Voilà, il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes chez les investisseurs sur le fait que oui ou non, il va imposer son 25% de tarifs douaniers de façon généralisée, ce qui clairement là aurait un effet récessif, poserait aussi un certain nombre de problèmes sur notamment la partie inflation qui a été quand même un des points clés de l'élection entre le président Trump et l'ex-président Biden. Donc là-dessus, on a un objectif. Maintenant, comment l'exécuter et comment l'atteindre, je pense que c'est là où toutes les questions se posent. Voilà, est-ce qu'on aura une stratégie un peu coopérative entre les partenaires, où on va rentrer plutôt dans une stratégie de retaliation, quoi, de retour, et ce qui entraînerait plutôt une récession. Donc c'est là où je pense que il y a des motifs d'interrogation. Et c'est là où, en effet, on est face à un risque extrême. Parce que si on rentre dans une guerre commerciale avec des tarifs douaniers de l'ordre de 25% généraux, on rentrait sur des niveaux de barrières tarifaires qu'on n'a pas vu depuis les années 30. Et voilà. Et tout le monde n'en pas tiré finalement. Xavier Chabard, juste même question. J'ai l'impression que Donald Trump, c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Et on voit que finalement, il y a des ajustements qu'on va les faire, mais finalement, on temporise, on attend un mois, on se donne le temps finalement de négocier, et l'Europe emboîte le pas finalement. Alors oui, et sur les objectifs, moi je trouve que ça ressemble à du populisme en fait, c'est-à-dire qu'on promet tout à tout le monde. Et donc c'est un peu ce que vous disiez, c'est que par exemple, si je prends le plus gros exemple, c'est le dollar. Essayer de dire je veux un dollar faible parce que ça va favoriser l'activité aux États-Unis, mais en même temps je veux que le dollar reste une monnaie de réserve. Donc ça veut dire que je veux que les investisseurs étrangers viennent placer leurs excédents et investir aux États-Unis en dollars. C'est clairement contradictoire. Donc c'est pas possible. Et donc et c'est pareil sur la géopolitique, par exemple. Le rapprochement avec la Russie, on pourrait le comprendre si c'était pour isoler la Chine. Mais si le but c'est d'isoler la Chine, ce qui était, en tout cas pour les administrations précédentes, le but de l'administration américaine, dans ces cas-là, il faudrait être avec les alliés. Or là, on attaque les alliés, l'Europe, le Canada et tout ça. Donc on voit bien que, comme vous disiez, il y a des choses qui sont contradictoires. Ce qu'on voit par contre, c'est dans la mise en œuvre. Clairement, il y a une stratégie d'incertitude, donc d'annoncer beaucoup de choses, d'en retirer et tout ça. Ça, je pense que c'est voulu parce que ça donne de la flexibilité à ce que peut mettre en place Trump, et aussi des pouvoirs de négociation.
évidemment, vu qu'on peut ajuster en fonction au fur et à mesure du temps. Par contre, ça a un coût, et c'est ce qu'on est en train de commencer à voir, c'est sur la confiance des entreprises et des ménages, un impact négatif. On l'a eu avec la confiance des ménages, là, cet après-midi, qui a encore de nouveau beaucoup baissé. Et du coup, un impact plutôt négatif sur l'activité. Ouais. Et toute la question qu'on a, c'est est-ce que cet impact négatif va être suffisamment fort pour faire une récession ou seulement un ralentissement de la croissance. Nous, on est plutôt dans le deuxième camp dans nos scénarios. Par contre, ça va dépendre de combien de temps dure cette incertitude et quelles politiques, évidemment, sont mises en place. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on met 25% de droits de douane sur tout le monde et que tout le monde réagit avec 25% de droits de douane, là, clairement, on aura un impact plus négatif que ce qui est anticipé pour l'instant. Ouais. Jacques-Henri, justement, tout ça devient extrêmement compliqué à comprendre, tout simplement, pour les investisseurs. Et qui dit incertitude dit forcément baisse des marchés. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. On avait l'impression qu'il y avait un Trump trade, parce qu'il avait proclamé, Donald Trump, moi je suis l'ami des marchés. C'est l'inverse d'un certain président de chez nous il y a quelques années. Et pourtant, là, on voit que finalement, là aussi, il se laisse une marge de manœuvre. Alors nous, on avait bien aimé l'élection et la campagne sur deux annonces, en fait. C'était d'une part une politique de l'offre. Donc ça, il y avait déjà eu des précédents. Il y avait eu les Reagan, il y avait eu son premier mandat. Et il y avait deux aspects positifs. C'était les baisses d'impôts. Donc ça avait été un énorme soutien pour les profits dans son premier mandat. Et ce qu'il venait de rajouter, c'était la déréglementation. Ce qui est venu un peu polluer tout ça, c'est l'utilisation à outrance des droits de douane et les volte-face permanentes. On essaye d'essayer de comprendre, d'essayer de rationaliser un peu ça, et on se dit en fait que c'est aussi pour faire plaisir à l'électorat républicain qui a voté pour lui, pour qu'il puisse montrer qu'en fait, finalement, il fait quelque chose pour eux, et avec un peu plus de communication que Biden, puisque finalement, tout ce qui a été fait par le passé n'a pas été remis en cause. Les droits de douane, Trump les avait mis en place, Biden les a augmentés, relocalisés. Il y avait eu le CHIPS Act, Inflation Reduction Act, donc tout ça, ça avait déjà été mis en place. Par contre, Trump veut aller un peu plus loin. Et probablement qu'il veut le faire maintenant, parce que c'est plus simple de faire des réformes un peu plus compliquées en début de mandat, sachant qu'il y aura les élections de mi-mandat qui arriveront. Il vaut mieux avoir fait les choses les plus impopulaires plutôt à l'international maintenant plutôt que plus tard. Ouais, c'est vrai que cette équation, elle va être compliquée de toute façon. Je reprends votre mot, quand on veut satisfaire tout le monde, en général, personne n'est content. Et là, on verra, mais on voit qu'il y a peut-être des dissensions. Au final, est-ce qu'il n'y aura pas... Il y a aussi une différence, avec le premier mandat, c'est que c'est les conditions dans lesquelles l'économie est. C'est-à-dire que pendant le premier mandat, vous aviez une inflation sous la cible, des taux à zéro, quasiment, enfin très bas, et donc un gouffre, faire un creusement du déficit public très important, c'était pas très grave. Là, aujourd'hui, alors déjà, le déficit au départ est beaucoup plus important parce qu'il y a les baisses de taxes qui ont déjà été faites. Et donc, rajouter des baisses de taxes dans un contexte où vous avez une inflation plutôt un peu haute et des taux qui ont qui se sont réancrés un peu plus haut, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est obligé de mettre en place des politiques moins positives pour l'économie, comme les droits de douane, en essayant de récupérer des revenus pour financer les baisses de taxes. Le seul problème, c'est que c'est négatif pour l'économie à court terme. Il y a même un effet rebond, c'est-à-dire que les gens surstockent en ce moment. On voit sur des produits, le cuivre, mais aussi des denrées qui pourraient être taxées. Et du coup, ça va même faire il va y avoir probablement un choc sur le premier trimestre qui sera peut-être pas très bon. Ah oui, là, nous on s'attend en effet à un premier trimestre assez compliqué, un premier trimestre relativement morne au niveau en termes de résultats et de dynamique. Ça, c'est évident. On a eu déjà pas mal d'annonces, à la fois en termes sur la partie confiante, sur la partie macro, mais aussi sur la partie micro. On a des grands indicateurs d'activité tels que FedEx, Accenture et autres qui ont dit ça ralentit, et l'incertitude pèse sur nos clients. Et puis sur les consommateurs, confiance des consommateurs, on l'a entendu avec le Conference Board, 92,9 et on était à 100 en février. Donc oui, alors après, il faut garder en tête que ça avait beaucoup monté pendant les élections. Donc là, on revient un peu sur des niveaux un peu plus normalisés. Mais il est clair qu'on est un peu à la croisée des chemins là-dessus et que il va sur les marchés financiers, on va se poser la question en effet du ralentissement là qui est
commence à être intégré, commence à être acté par les investisseurs, mais on n'est pas sur un ralentissement important de l'activité et durable. Aujourd'hui, on n'est plus sur une mise en œuvre de tarifs qui va un peu impacter, mais avec finalement quelque chose qui va être relativement limité en termes de biens visés. Ouais. Et donc de ce fait-là, un ralentissement qui va, et c'est aussi notre anticipation, rester relativement normalisé et permettre après de repartir avec des choses plus positives comme des réglementations qui sont assez positives sur les marchés financiers. Ouais, en tout cas, ces premiers jours de Trump, ils ont une vertu, c'est vraiment de réveiller l'Europe. Alors là, avec cette nouvelle politique, on parle vraiment d'un bouleversement complètement dans les relations diplomatiques et internationales. On se souvient de J.D. Vance, son discours est extrêmement fort, ce qui se passe également avec la Russie. Et eh bien voilà, l'Europe... elle n'est pas nue, mais en tout cas, elle doit se débrouiller toute seule. Alors, est-ce que, justement, c'est un catalyseur, finalement, de créer cette Europe de la défense pour l'Europe? Est-ce que c'est quelque chose qui est parti pour durer, ou est-ce que c'est un feu de paille? Alors, il y a un vrai catalyseur, c'est le changement budgétaire allemand. C'est que les Allemands ont décidé de dépenser. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait espérer même. Mais ça avait été le cas pendant le Covid, quand ils ont accepté de faire le fonds européen NGEU aussi, où ça avait surpris tout le monde. Là, c'est encore une nouvelle étape avec vraiment un assouplissement drastique. En gros, on parle de 2 points de PIB de déficit en plus par an pendant plusieurs années en Allemagne. La dernière fois qu'ils avaient cassé le cochon, quand même, les Allemands, c'est la réunification. Oui. Bon, un peu le Covid, ils étaient d'accord, mais à chaque fois, c'est qu'il se passe quelque chose. Exactement. Mais là, c'est vraiment... Et au niveau européen avec les dépenses de défense, et aussi au niveau allemand avec le fonds de 500 milliards pour l'infrastructure. Ouais. Donc ça va au-delà, et il y a vraiment là une volonté de redevenir le moteur. Et donc ça, c'est vraiment un game changer. Enfin, quand vous faites 2 points de PIB de déficit en plus pendant plusieurs années, c'est vraiment très important. Après, il y a la question de défense au niveau européen. Là, il y a plus de questions, parce que pour l'instant, ce qui est mis sur la table par la Commission, c'est un assouplissement des règles budgétaires. Donc en gros, on va dire à la France, vous pouvez dépenser plus militairement et on ne vous tapera pas sur les doigts. Le seul problème, c'est que pour ça, il faut que la France puisse le faire vis-à-vis des marchés. Enfin, il n'y a pas que la Commission européenne qui empêche la hausse des dépenses publiques dans pas mal de pays. Et donc ça va être un peu plus dur à mettre en œuvre, et à mon avis, il va falloir attendre qu'on ait des financements au niveau européen. Ça, c'est pas encore le cas. D'autant qu'on était déjà pas forcément les meilleurs élèves de la classe en Europe. On avait largement laissé filer notre déficit. Là, est-ce que c'est pas un blanc-seing finalement que les Allemands vont nous signer en disant tiens, voilà, nous aussi on a la bonne excuse, on a le joker de la défense pour pouvoir continuer finalement notre dérive? Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques-Henri? Alors, c'est clair que la France est dans une position ambiguë. D'un point de vue militaire en zone euro, ça reste une grande puissance et c'est la seule en zone euro à avoir l'arme nucléaire. Donc de ce point de vue, on peut difficilement faire une Europe de la défense sans la France. Par contre, la France a des problèmes budgétaires structurels. Et ce qui se passe en Allemagne n'arrange pas nécessairement nos affaires en termes de coût de financement de tout ça. Les réformes un peu dures qui auraient dû être prises, elles n'ont pas été faites. Donc c'est vrai que globalement, il y a un énorme mieux. Ça va dans le bon sens, sachant que l'Europe, elle ne se construit qu'au fur et à mesure qu'il y a des crises. Donc finalement, si on peut reconnaître un avantage à Trump et ce qu'il a pu créer, c'est qu'en tapant un peu dans la fourmilière de la défense européenne, il a forcé les Européens à bouger. L'Allemagne a bougé plus vite que prévu, à être créative aussi pour trouver une solution budgétaire alors qu'on pensait que ça allait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, ça a déjà été très bien joué par les marchés. Il faut aussi avoir ça à l'esprit et que c'est un programme pluriannuel. Donc évidemment, c'est un mieux. Un feu de paille, probablement pas, mais on n'attend pas non plus nécessairement des merveilles puisque ça a déjà été intégré dans les cours. Messieurs, on a vu que les Français vont être mis à contribution, alors pas de manière obligatoire comme on l'entend peut-être parfois, ça sera sous la forme d'un super livret de la défense. Alors personnellement, je trouve que c'est pas énorme ce qui est demandé, 450 millions, on peut souscrire à partir de 500 €, ça sera bloqué sur 5 ans, en tout cas les premiers éléments qu'on a, on n'a pas le rendement exact, on n'a pas de... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors l'industrie de la défense a des problèmes de financement.
ça c'est clair, parce qu'ils étaient barrés d'un certain nombre de financements pour un certain nombre de règles, notamment des règles ESG qui faisaient qu'il y a un certain nombre de c'était pas très green finalement. Alors c'est pas tellement que c'était green, c'est que ça c'est plus des problématiques en effet que l'armement était c'est pas tellement développement durable. Voilà, c'est pas tellement développement durable. Là-dessus, les règles vont s'assouplir, c'est évident. Maintenant, je souscris à ce qui a été dit, c'est-à-dire que le problème on résout le problème de financement, ce qui pour la chaîne de valeur, notamment pour les petites et moyennes entreprises du secteur, est quelque chose d'important. Maintenant, il faut qu'il y ait des commandes. Voilà. Et ça, les commandes, c'est les États qui vont les faire. Et c'est pour que les États puissent les faire, il faut que les marchés leur laissent l'occasion de les faire. Donc en effet, là, derrière tout ça, ça veut dire que même si on aura le droit d'un point de vue budgétaire, il faut que ce soit acceptable d'un point de vue financier. Donc derrière ça, c'est un bon signe, mais il va falloir quand même que ce soit accompagné d'autres mesures, notamment pour la France, de remise à plat d'un certain nombre de déficits structurels qui doivent être réglés. Vous en demandez beaucoup déjà. Sur le super... Non, mais l'Italie a aussi mis en place quelque chose de très intéressant, c'est un fonds de 200 milliards qui est leveragé. En fait, le public mettrait, je ne sais plus, une quinzaine de milliards, et après, ça serait leveragé. Le but étant de ne pas augmenter En fait, il faut augmenter l'investissement pour développer l'industrie de défense. Et le but pour les États, là, c'est d'essayer d'éviter que ça rentre tout de suite dans la dette publique. Donc, on trouve des mécanismes... Donc, c'est pas mal de faire appel à l'épargne. Alors, c'est pas bête. Le seul problème... c'est que ce qu'on disait, c'est qu'à terme, ceux qui vont acheter les équipements de défense, c'est les États. Donc à la fin, ça va être de l'argent public. Donc de toute façon, il va falloir faire de la place pour une hausse des dépenses publiques militaires. Et là, on parle de 1,5 point de PIB pour la France ou pour la plupart des pays européens. Et ça, il faut... Ceux qui peuvent creuser le déficit, comme les Allemands, parce qu'il y avait de la place, il faut le faire comme ça d'ailleurs, c'est comme ça que c'est le plus efficace économiquement. Par contre, il y en a qui ne peuvent pas, comme la France, et donc là, ça demande des arbitrages sur les autres dépenses. Voilà, notamment peut-être faire passer la pilule sur les retraites, on verra. Par exemple. Jacques-Henri, quel est votre sentiment là-dessus ? Je pense qu'il y a un autre sujet aussi sur la défense, c'est quel équipement va être acheté. Puisque en fait l'industrie de défense était quand même assez dépendante, la défense en général, des États-Unis. Et donc ça veut dire que c'est pas nécessairement que les entreprises européennes qui vont en bénéficier. Il y a aussi certainement des opportunités malheureusement en fait sur le marché américain, puisqu'il faudra un certain temps pour reconstruire un vrai complexe militaro-industriel en Europe. Et ça, c'est aussi un plan pluriannuel. Oui, c'est vrai que la bourse a tendance à jouer immédiatement finalement les valeurs de la défense, mais si ça se trouve, on est parti pour 10 ans. C'est probable, pour reconstruire justement, c'est à tout le moins ce qu'il faudrait. En tout cas, on le verra. Dans le reste du monde, chers amis, on se penche sur la Chine également, qui annonce aussi avoir desserré un peu les cordons de la bourse. Toujours des objectifs de croissance, 5%. Est-ce qu'on y croit ? Ça, de toute façon, les objectifs de croissance, comme c'est eux qui font les stats, ils vont vous les faire. Ils les ajustent. De croissance. Donc ça, c'est après. Non, mais c'était une zone vraiment, persona non grata depuis des années pour certains investisseurs, certains gérants. Je pense qu'il y a quelques signaux positifs. Je pense qu'il y a quelques signaux positifs sur la Chine qui sont le fait qu'ils remettent un peu plus en avant le côté productif et l'entreprise dans leur politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, qu'ils ont encore une fois prouvé avec DeepSeek qu'ils avaient une vraie excellence, notamment à faire beaucoup moins cher, quasiment aussi bien que les grandes entreprises occidentales. Donc là-dessus, ça rend, je pense, la Chine plus investissable qu'elle n'a été. Maintenant, les gros problèmes structurels de la Chine, qui sont le fait de passer d'un système productif à un système plus équilibré entre production et consommation locale, ça reste là. Voilà, je pense qu'il y a c'est une zone que nous on considère, mais
sur vraiment une partie relativement segmentée de leur appareil économique, principalement sur l'innovation et sur leur secteur d'excellence. Alors c'est bien que vous parliez d'innovation, parce que justement je crois que c'était la une de nos confrères Les Échos aujourd'hui qui mettaient en une BYD, le grand concurrent de Tesla. Ils sont vraiment au coude à coude, donc ça illustre aussi l'innovation dans la tech. Là aussi, l'appétit du géant chinois. Alors il se nourrit déjà de son propre marché, qui est très important. Mais c'est pour ça qu'il y a des opportunités. Et c'est vrai que c'est redevenu investissable aussi parce que on voit que les États-Unis, c'est pas si sûr que ça. Donc par rapport aux États-Unis, la Chine a l'air moins dégradée d'un point de vue institutionnel. Je parlais que ce qu'on pensait il y a quelques années. Il y a des entreprises, voilà, et notamment celles qui sont poussées par le gouvernement en fait, qu'il faut jouer d'un point de vue tactique. Par contre, il faut voir que c'est tout petit par rapport au marché chinois. Le marché chinois, c'est des banques. Les banques, c'est des banques d'État. Il y a beaucoup de problèmes dans le portefeuille de crédit des banques. C'est des gros industriels où là aussi, avec la guerre commerciale, tout ça, ça va être compliqué. Donc, nous, on est assez prudent sur le marché chinois au global, mais tout en faisant son marché à l'intérieur. D'accord. Donc, en tout cas, on sent qu'il y a quand même des frémissements et que c'est en train de bouger. Jacques-Henri, vous regardez Nous, on avait joué d'un point de vue tactique lorsqu'ils ont annoncé le plan de relance monétaire au mois de septembre, mais on attendait une jambe fiscale qui n'est pas venue. Donc on est sorti, donc on n'a pas bénéficié à ce moment-là en fait de l'annonce DeepSeek et du rebond de la technologie chinoise. Par contre, il y a des pôles d'excellence. BYD, le secteur des batteries, les voitures électriques, très clairement, ils ont investi sous l'impulsion de l'État des sommes colossales, recherche et développement, investissement. Et aujourd'hui, ils ont de quoi inonder la planète de très bonnes voitures électriques, très bon marché. Ouais. Alors d'un point de vue boursier, le marché est un peu différent, certes, mais il y a quand même des choses intéressantes à jouer dans le marché, mais dans les émergences, c'est pas nécessairement la zone qu'on préfère aujourd'hui. Ouais, avec, c'est vrai, BYD qui annonce qui a épaté apparemment les investisseurs en proposant une supercharge en quelques minutes, qui rechargeait 400 km. C'est pas mal, d'autant que c'est amusant. Dans le même temps, on a le Tesla bashing en ce moment, où on a vu les ventes qui ont perdu 49% en un an en Europe. Alors c'est à peu près ce que le cours a perdu en 3 mois. Et là, on sent que c'est vrai que l'alliance politique et business pour monsieur Elon Musk, c'est un peu compliqué. Tiens, je voulais vous parler aussi de l'Inde. Alors l'Inde, ça sera, nous dit-on, 20% de la croissance mondiale sur les 5 prochaines années. C'est là où il y a le gisement de croissance. Alors, il faut toujours faire attention aux prévisions de long terme comme ça, parce que la Chine devait être 3 fois plus gros que les États-Unis très rapidement. Donc, on fait attention à ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est un des gros moteurs de croissance. Et contrairement à la Chine, il y a un taux d'investissement qui est plus bas. Donc, en termes de ROE, c'est plus attractif. Alors, le problème de l'Inde était que ça a été très joué l'année dernière, donc les valorisations avaient explosé. Nous, c'est pour ça qu'on n'était pas sur l'Inde jusqu'à récemment. Là, après la correction du marché en début d'année, on revient sur des valorisations qu'on peut regarder. Oui. Et donc, revenir sur le trend de long terme. Il y a des réformes qui sont plutôt positives. La Banque centrale commence à baisser ses taux. Donc là, oui, enfin, c'est un marché qu'on regarde et qui est intéressant. La correction était intervenue parce qu'il y avait une bulle à un moment ? Alors, parce que le marché avait joué beaucoup la hausse et les réformes et tout ça, et puis aussi parce qu'il y a un gros arbitrage avec la Chine, en fait. Donc, quand la Chine était totalement ininvestissable, évidemment, les investisseurs qui voulaient investir dans les émergents ont été aussi plus sur l'Inde que d'habitude. Et donc, le fait que la Chine, finalement, rebondisse un petit peu, ça a pesé aussi sur l'Inde. L'Inde, c'est investissable, Alexis Dumont ? Oui, ils ont aussi des pôles d'excellence. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi avec vous que la croissance ne fait pas forcément la rentabilité sur capitaux investis. Donc, il faut regarder ça. Regarder la Chine, même sur longue période. Les rendements boursiers ont rien d'extraordinaire, tout simplement parce que la création de valeur se fait par les rendements sur capitaux investis. Donc il y a des choses intéressantes, il y a des réformes. Après, c'est quand même encore une économie qui va devoir faire une autre transition. Ils ont un certain nombre de problématiques lourdes qui sont des problématiques d'industrialisation, d'accès aux ressources. Ils vont avoir d'énormes problèmes sur l'eau, des choses comme ça, qui font qu'il faudra, à mon avis, aussi, là aussi, être assez sélectif sur les entreprises que vous allez regarder.
Très bien. Bon, voilà pour notre tour du globe. On pourrait aller ailleurs, hein, évidemment, au Japon, au Brésil, etc. On va s'en contenter. Et puis, on va passer maintenant à notre allocation. Qu'est-ce qu'on fait en termes de marché, sur les actions, sur les obligations ou même sur les matières premières. On commence avec les actions. Messieurs, on a vu que la tech US, c'est plus ça. Alors, on les a portés au nu durant toute l'année dernière. Et puis là, patatras, c'est vrai que ça s'est effondré. Il y a une sacrée correction, une dizaine de pourcents. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça va continuer? Quel est votre sentiment? C'est plus un problème de sentiment. En fait, on a eu quand même un sentiment extrêmement négatif suite à l'incompréhension en fait de la communication de l'administration Trump, et on est revenu sur des niveaux extrêmes si on regarde les sondages, que ce soit investisseurs privés ou institutionnels américains. Donc là, clairement, c'est plus le sentiment qui a joué de façon négative. Si on regarde les fondamentaux, l'histoire de croissance, c'est une histoire qu'on aime encore beaucoup. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de recherches, et ils ont quand même une longueur d'avance encore sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc nous, c'est vraiment ce que nous, on aime bien et qu'on continue à jouer. Donc tous ceux qui permettent d'accélérer en fait cet écosystème autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est cher, mais c'est aussi là où la croissance se cristallise, et c'est ce qu'on aime bien. C'est cher, mais c'est moins cher. Du coup, on en profite du creux de marché pour y retourner? Absolument. Nous, c'est ce qu'on a conseillé dès ce lundi en disant qu'on était probablement sur un niveau extrême. Pour l'instant, ça joue un peu en notre faveur, mais ça ne veut pas dire que ça sera un rebond linéaire. On sait bien que le sentiment a été quand même un petit peu écorné, et on est conscient de ça aussi. Ouais. C'est vrai que Pierre-Henri Dugon, vous en profitez de ce creux. Nous, on pense que de toute façon, c'est un sous-jacent à la hausse des marchés sur les 3 ou 4 dernières années. Donc, on va rentrer dans la partie, disons, mise en œuvre de cette technologie où on va avoir beaucoup de cas d'usage. Et nous, on est assez positif sur le fait que ces cas d'usage vont, être assez massifs, donc en termes de business, et vont se faire relativement rapidement, parce que finalement, ça ne nécessite pas de passer 5 ans à mettre en œuvre des systèmes compliqués. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites assez rapidement. Donc nous, on est assez positif, et on a plutôt tendance aussi à penser que ça va reprendre le devant de la scène à partir du moment où Trump laissera un petit peu de place. Oui. Voilà, mais sur l'intelligence artificielle notamment. Alors. Oui, sur l'intelligence artificielle. Et là, je pense qu'on va avoir ce qu'on appelle, disons, des effets où cette technologie va se répandre. Donc, halo, finalement. Un espèce d'halo où on avait quelque chose qui était relativement concentré sur une quinzaine de valeurs, avec maintenant, à notre avis, quelque chose qui va s'étendre à, disons, un périmètre plus large de valeurs, et ça c'est très positif, hein. C'est ce qu'on avait vu avec Internet au départ, hein. Ça était très concentré sur une dizaine de valeurs, puis finalement c'est ceux qui ont bien réussi à le mettre en œuvre on crée de la valeur. C'est pas d'ailleurs les premiers partis. Hein, non. Souvent, Netscape n'existe plus, alors que c'est eux qui ont inventé le navigateur Internet. Et oui, Liberty Surf, American Online, et voilà. Donc, Bon, en tout cas, je vois que les uns et les autres, vous avez pris vos crayons, vos stylos et du papier. On utilise ça encore. C'est pas encore toute l'intelligence artificielle ou ChatGPT ou Mistral qui font les émissions. Tant mieux. On peut se demander aussi si cette tech US, elle n'a pas été pénalisée par ce qui se passe sur l'obligataire, avec une flambée du côté de l'obligataire. Est-ce que ça va continuer? Là, c'est vrai qu'on voit que la Fed aussi est un peu c'est un peu compliqué là. Alors, côté américain, il n'y a pas eu trop de flambée. Les taux longs sont restés, on est aux alentours de 4,30 et ils ont plutôt un peu baissé depuis le début de l'année. On trouve qu'ils sont raisonnablement... on est sur un niveau raisonnable. On ne s'attend pas à des grosses variations. La Fed, donc la semaine dernière, les marchés ont beaucoup aimé le discours de Powell, qui était plutôt accommodant en disant que les droits de douane, ça serait un choc sur les prix, mais très temporaire. Donc, la dernière fois qu'il avait utilisé le mot temporaire, il s'en était mordu les doigts. Là, il l'a ressorti. Donc, on va voir s'il s'en mordra les doigts. Mais en tout cas, lui, il dit, voilà, on ne va pas surréagir aux tarifs si ça fait un peu d'inflation à court terme. Et puis surtout, il a dit, les anticipations d'inflation, elles restent bien ancrées. Or, dans les dernières enquêtes, notamment auprès des ménages, on voyait des hausses de ces anticipations. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, fait peur aux banques centrales. Donc, les marchés ont été rassurés par ce discours. Plutôt, ça va.
Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au sein de la Fed, la moyenne de tous les membres de la Fed est assez prudente, en fait. Donc, au mieux, on risque d'avoir 2 baisses de taux cette année. Le marché en price déjà 3. Donc, c'est là où on dit qu'il n'y a pas grand-chose à gratter sur les taux américains, vu leur niveau. Mais on sent une vigilance, ils ont le doigt sur la gâchette pour faire plus si c'était nécessaire. C'est ça. Ce qui a rassuré et ce qui est vrai, c'est qu'on voit que si l'emploi se dégrade très vite, même s'il y a un peu d'inflation, la Fed baissera les taux plus. Donc le Fed put est encore bien en place pour les marchés. Ça, c'est vrai. Par contre, là où on a eu un choc, c'est sur les taux européens. C'est les taux allemands qui sont montés. C'était justifié par le fait que si on a 2 points de déficit en plus par an pendant plusieurs années, ça fait plus d'émissions de dette publique et donc des taux d'équilibre qui doivent être un peu plus hauts. Après, on trouve que ça a déjà été pas mal acheté, que les investissements et les émissions de dette, ça va mettre du temps en fait à atteindre le marché, le temps de monter en puissance. Et donc, on est plutôt baissier sur les taux longs européens, sachant que pour la BCE, par contre, on a déjà pas mal baissé les taux, mais on a encore un peu de marge pour plus de baisse de taux, pour ramener les taux vers les 2%. D'accord. Donc on est plutôt positif sur les taux européens. Donc là, vous voyez une accalmie plutôt et une baisse tendancielle. Jacques-Henri ? On a joué la même chose, donc on est aligné avec vous. On considère que le mouvement de hausse des taux européens a été trop violent, puisqu'on maintenant on attend d'avoir des chiffres durs pour confirmer ça. Par contre, le niveau des taux actuels, notamment aux États-Unis, il est à peu près fair value. La croissance, si on regarde les prévisions de la Fed, la croissance nominale, elle est autour de 4,4. Les taux sont à 4,3. Donc on considère que sur ces niveaux, on ne peut pas se plaindre d'avoir des coûts de financement trop élevés. C'est juste que il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que d'avoir des mesures qui potentiellement apportent plus d'inflation, et c'est ce qu'on a vu en fait dans les prévisions de la Fed, c'est en moyenne la croissance nominale n'a pas bougé, mais la qualité de la croissance, elle, s'est dégradée, puisqu'il y a un peu plus d'inflation, un peu moins de croissance. Cette inflation, ça limite en fait la capacité d'action de la Fed, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas extra lorsque on veut, au contraire, relancer une économie industrielle locale et où pour quelqu'un, le président Trump a fait fortune dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui comprend très bien que des taux bas, ça permet de mettre un peu de levier. Ah oui, c'est beaucoup plus simple. Alors tiens, justement, je ne sais pas si on en a besoin, en tout cas, il y a quelque chose qui continue à défier la gravité, c'est l'once d'or, qui a franchi allègrement les $3 000 qu'on avait en ligne de mire, un chiffre un peu emblématique. Qu'est-ce que ça traduit ? C'est toujours ce sentiment d'incertitude, cette peur finalement, ou c'est les banques centrales qui en achètent pour assurer peut-être le fait qu'il y ait de l'érosion monétaire ? Vous avez, je pense que ça, on revient sur le statut du dollar. Voilà, donc on a besoin d'actifs de réserve. Le dollar, à la fois, vu les positions de M. Trump, vu l'attitude assez agressive alors pas seulement de M. Trump, mais des autres administrations vis-à-vis des détenteurs de dollars, il y a un certain nombre, il y a une volonté de se protéger le mieux possible du dollar. Donc on a besoin d'actifs de réserve. L'or, par convention, est un actif de réserve. Oui. Le Bitcoin pourrait devenir, si on en faisait aussi par convention un actif de réserve. Voilà, donc il est clair que derrière tout ça se pose la question de, que dans le nouvel ordre mondial, quid du dollar comme monnaie de réserve, et si ça devient une monnaie d'usage et moins de réserve, il faudra qu'il y ait d'autres actifs qui prennent ce rôle. Ça pourrait être d'autres monnaies, mais pour l'instant, c'est vrai que l'or, elle vend un peu. Xavier Chabart. Non, je suis tout à fait d'accord. L'or est très très cher si on regarde par rapport à tous les fondamentaux, les taux réels, le dollar, le niveau du dollar, tout ça. Mais en même temps, c'est le refuge face aux risques géopolitiques. Ouais. Et il n'y en a pas d'autres en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le dollar en monnaie de réserve, il faudrait une zone économique qui respecte la propriété pour aller investir là-bas, qui accepte d'avoir des déficits commerciaux très importants pour accueillir tous ces capitaux et tout ça. Il n'y en a pas en fait. Non. À part les États-Unis, et les États-Unis, c'est plutôt remis en cause pour l'instant. Donc, l'or est très cher, mais devrait rester très cher. Oui, après très cher, ça dépend si on regarde par rapport à l'inflation, par exemple. On a l'impression que c'est même aussi un état. En prix réel, l'or est repassé au-dessus de ses plus hauts historiques.
Donc même si on corrige du fait qu'on ait eu pas mal d'inflation ces derniers temps, l'or est très cher quand même, même avec ça. Jacques-Henri, vous regardez également les crypto-actifs, le Bitcoin, bon, l'Ethereum, c'est le plus... Alors, on commence déjà par regarder l'or. Nous, moi, je suis basé en Suisse, donc il y en a toujours eu dans les allocations. La pierre angulaire. C'est un peu la pierre angulaire, mais c'est vrai que la politique de Trump, de ce point de vue, a beaucoup aidé l'or. C'est-à-dire que Trump essaye de se désengager militairement, notamment en Europe. C'est pas encore très clair les relations qu'il va avoir en Asie. Ce qui permettait aussi d'avoir le dollar comme devise de réserve, c'est que finalement il y avait une certaine stabilité qui était garantie au niveau global, au niveau géopolitique, et ça c'est en train de sauter. Donc ça clairement c'est le facteur prépondérant, mais si on regarde même sur un peu plus longue période, globalement les allocations étaient faites avec des actions et puis de la duration, avec des obligations long terme. Si on regarde depuis une dizaine d'années, si on a remplacé les obligations par de l'or, finalement ça s'est plutôt bien passé, puisque ça a permis d'éviter le choc Covid. Donc c'est quelque chose qui a tout son sens, surtout dans un moment où les émergents veulent sortir du dollar, puisqu'il y a une certaine pression qui est ressentie par ces pays-là. Et donc la devise ultime dans ces conditions, c'est l'or. Alors après, est-ce qu'on peut remplacer l'or par du Bitcoin ? On reste encore un peu dubitatif, c'est-à-dire il a fallu quelques millénaires pour que l'or s'impose en fait comme un actif qui n'est pas juste une relique barbare, qui sert un peu à rien en théorie, mais qui dans les faits permet quand même de protéger les portefeuilles. Le Bitcoin manque un peu d'historique pour qu'on ait une vision totalement confiante que ça peut être une alternative. Ça a quelques caractéristiques, mais pas toutes les caractéristiques d'une devise et pas toutes les caractéristiques du dollar. Et surtout peut-être trop de volatilité pour l'instant pour certains investisseurs. Trop de volatilité et surtout une corrélation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu là ces dernières semaines, c'est-à-dire que quand vous avez une correction des marchés actions, vous avez une correction aussi du Bitcoin. Donc ça veut dire qu'en termes de refuge, ça marche pas très bien. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas du tout corrélé. Il nous reste quelques minutes, messieurs, juste vous entendre sur chacun vos différentes allocations. Qu'est-ce que voilà, vous recommandez ou qu'est-ce que vous avez actuellement en portefeuille ? On fait plus d'actions, on fait plus d'obligations, on fait un peu de matière première. Là, chez Sycomore. On est tous d'accord. Nous, on a plutôt conseillé de renforcer un peu les taux européens après la hausse des taux qui nous semble intéressant sur ces niveaux-là. Sur la partie action, on était un peu comme tout le monde, très américano-centré en fin d'année 2024. On a plutôt tendance à rééquilibrer les portefeuilles pour plein de raisons. Parce que on voit que la diversification marche mieux maintenant qu'elle n'a marché. C'est-à-dire qu'il y a des vrais effets de diversification, même à l'intérieur des actions, entre les actions européennes, les actions chinoises et les actions asiatiques et les actions américaines. Donc ça, je pense que pour un investisseur, c'est intéressant. Et deuxièmement, il y a un petit peu de changement de narratif. Donc on ne l'achète pas encore complètement, parce qu'on est en effet prudent sur la capacité de l'Europe à exécuter, et on l'a vu, ça a été souvent un frein en Europe, mais voilà, il y a quand même des avancées qui font qu'on pourra retrouver de l'intérêt et retrouver de la potentialité sur les actions européennes et un petit peu attirer un peu plus de capitaux que par le passé. C'est vrai qu'on a des bonnes intentions pour le moment. Maintenant, il faut mettre ça en musique. C'est pas évident, toujours avec ce panel de pays très différents. Xavier Chapard. Nous, on reste un peu sous-pondéré sur les actions, ce qu'on était ces dernières semaines. On est en train de réduire cette sous-pondération au fur et à mesure en fait, qu'on s'approche du 2 avril. On va voir ce qui se passe. C'est un gros problème, en fait, le 2 avril. Enfin, c'est là où... C'est la date butoir pour les tarifs. Pour annoncer les tarifs et tout ça. Le problème, c'est que c'est pas prévisible ce que va faire Trump. Personne n'est capable, à part lui peut-être, et encore, je suis pas sûr, de savoir ce qu'il va faire le 2 avril. Donc là, on est très très diversifié, avec une préférence évidemment pour les taux européens où il y a moins de volatilité. On reste assez surpondéré sur le crédit européen, même si les spreads de crédit sont assez bas, il y a assez peu de risques et on est sur une trajectoire, enfin voilà, avec moins de volatilité. Donc on préfère cette partie-là. On reste très prudent sur le crédit américain, parce que là, les chocs, notamment de droits de douane par secteur, pourraient avoir des impacts assez importants. Or, les primes de risque ne se sont pas beaucoup reconstituées. Prudence sur le crédit américain.
Oui, Et en attente du 2 avril. Donc, du coup, c'est marqué en rouge dans le calendrier chez LBP AM. Jacques-Henri, l'allocation en ce moment, qu'est-ce que vous recommandez ? Alors sur les taux, on a une vision assez similaire. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est l'Inde. Nous, c'est une grande conviction. C'est une histoire de croissance long terme, domestique, qui a besoin d'être financée. Mais pour l'instant, ils ne font pas d'erreur. Ils n'ont pas besoin de surstimuler leur économie. Au contraire, il y a des besoins qui sont colossaux. Sur le pétrole, nous, on est négatif. On pense qu'il y a un excès d'offres qui est en train de se construire. Et donc, c'est une conviction qu'on a mis en place déjà depuis un petit moment et qu'on tient. Et sur le dollar, avec l'incertitude liée à Trump, on était positif, on est repassé neutre, avec potentiellement la possibilité de repasser négatif si vraiment ça déraille un petit peu. Voilà. Merci en tout cas à vous trois experts pour avoir fait avec nous ce tour de la planète finance, donner certaines idées peut-être, ou conforter ou pas. Les investisseurs qui nous regardent, Pierre-Alexis Dumont, merci. Je rappelle que vous êtes CEO, le Chief Investment Officer. Ça donne quoi en français ? Chef d'investissement ? Responsable ? Directeur des investissements. Directeur des investissements, voilà. De Sycomore Asset Management. Xavier Chapard, merci. Stratégiste de LBP AM. Et Jacques-Henri, je rappelle que vous êtes responsable de la recherche et allocation multi-actifs chez Silex. Merci à vous trois. Dans un instant, on continue. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté du secteur tourisme et loisirs. À tout de suite.